je voudrais demander votre indulgence, simplement parce que je vais un peu parler aussi de moi, de la découverte que j'ai faite de ce texte introuvable en 2002-2003, parce que j'ai dû mener une enquête policière pour retrouver un texte apparemment assez connu il y a 90 ans, mais depuis oublié. Alors, cela fait partie évidemment des aléas de la recherche en littérature arménienne. En fait, parce qu'en littérature arménienne, il nous manque des instruments les plus élémentaires, des répertoires, des catalogues, des rudiments qui sont indispensables pour quelqu'un qui veut sortir de l'ornière. C'est-à-dire quand vous ne voulez pas faire simplement la biographie de l'auteur et l'étude de quelques œuvres que les historiens de la littérature ont déjà plus ou moins choisies, à ce moment-là, vous devez vous-même faire votre recherche. Donc c'est le travail, un peu le destin de celui qui se veut spécialiste. Enfin, c'est un peu mon cas parfois. Alors, évidemment, il y avait un deuxième problème, c'est que le domaine de la littérature du génocide est un domaine négligé chez les Arméniens. Il m'est arrivé de dire que les historiens ont accaparé le génocide et c'est eux qui croient avoir le droit au chapitre. Toute autre manière d'aborder cette question du génocide apparaît comme dérisoire, inintéressante, en tout cas pas scientifique. Le seul élément scientifique, enfin le seul domaine scientifique, c'est l'histoire. Et d'ailleurs, depuis les années 60, c'est les historiens qui travaillent sur la question du génocide. Et alors, la littérature, l'immense quantité de témoignages des victimes et des rescapés, eh bien ça, on les a complètement négligés dans la mesure où, eh bien, c'était les victimes qui écrivaient. Et les victimes ne sont pas des êtres ou disons, des sources utilisables. Pour les historiens, il fallait commencer par étudier les sources étrangères. C'est comme ça qu'on s'est mis à la recherche, à des recherches dans les archives britanniques, italiennes, françaises, américaines. Quant à des textes innombrables qu'on avait en arménien, personne ne se souciait de cela parce que c'était en arménien. Et une victime, c'est toujours partial. Donc il fallait une tierce personne pouvant être témoin et en parler de cela. D'où, d'une certaine manière, cette façon de laisser tomber tout un pan non pas de documents, de sources utilisables autrement que par les moyens de la science historique. Alors, c'est ce qui fait que la littérature a été et est souvent négligée. D'ailleurs, il est très rare de voir, quand on fait un colloque sur le génocide, les historiens de la littérature ne sont jamais invités. C'est le domaine des historiens. Alors moi, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un jour, on fait un colloque sur le génocide et on écarte tous les historiens. C'est la meilleure manière de répondre à cette exclusion. Alors, évidemment, pourquoi s'intéresser à la littérature en langue arménienne sur le génocide? Parce que d'abord, le génocide visait l'existence de cette langue arménienne elle-même. Et les rescapés, ou ceux qui ont voulu écrire dans cette langue arménienne, eh bien, ils ont essayé de réfléchir sur ce phénomène immense avec leur langue. Donc, il y avait d'une certaine manière une confrontation entre la langue arménienne et la mort qui était programmée.
C'était cela qui m'intéressait. Et la deuxième raison, c'est que chez les Arméniens, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, la littérature est souvent le seul domaine où il y a de la pensée. On n'a pas de philosophe. Et pardonnez-moi, en histoire, il n'y a pas de pensée non plus. Il n'y a pas de pensée. Il y a beaucoup de documents, il y a le récit du déroulement des grands événements, ce qui est, me semble-t-il, très important, bien sûr. Écrire l'histoire du génocide, c'est très important, mais c'est insuffisant. C'est la raison pour laquelle il me semble que l'approche littéraire ou paralittéraire ou psychologique, psychanalytique peut nous apporter énormément, sans nécessairement s'opposer à l'histoire. Alors, la littérature arménienne est le domaine où les Arméniens ont pensé ce qui leur était arrivé. Alors, évidemment, quand on parle de littérature, apparaît tout de suite le problème. La littérature, c'est le domaine de la fiction. Eh bien, le génocide ne pardonne pas. C'est-à-dire, quand on veut parler du génocide, la fiction, n'est-ce pas, c'est problématique. Donc, la question de la vérité intervient aussitôt avec la question du génocide. C'est la raison pour laquelle la littérature devient objet de suspicion d'emblée. C'est comme si les écrivains se mettaient à mentir ou à faire du beau avec un sujet pareil. Évidemment, la littérature, me semble-t-il, a sa propre vérité. Ça, on ne veut pas l'admettre. A sa propre vérité et sa manière d'aborder ce sujet, quitte à y mettre de la fiction. Et je vais essayer de parler d'Odian et de la conscience qu'il avait justement à ne pas mêler de la fiction dans ce qu'il appelle dans l'histoire ou dans son expérience du génocide. Alors, d'abord, je vais parler de l'enquête que j'ai menée depuis les années 90. Je voulais écrire un livre, qui ne finit pas d'ailleurs, sur la littérature du génocide. Et puis, donc, je me suis mis à la recherche des écrivains rescapés. Eh bien, Odian a eu la chance d'être arrêté au mois d'août 1915, alors que la majorité des écrivains ont été raflés le 11 ou 24 avril 1915. Donc, pendant 3-4 mois, il a vécu en clandestinité. Or, c'était une chance parce qu'il n'a pas été ni à Çankırı ni à Ayaş. Parce qu'à Çankırı et à Ayaş, il aurait été décimé d'emblée comme Varoujan, Sebag et tous les intellectuels et écrivains rassemblés ou assignés à résidence dans ces deux camps. Donc, Odian, or la majorité des écrivains ayant été assassinés, eh bien, on avait très peu d'écrivains. Quand je parle d'écrivains, des gens adultes. Odian, à son arrestation en 1915, il a 46 ans. Il était né en 1869. Et donc, un homme de 46 ans, qui a une certaine expérience, non seulement de la vie, mais de la littérature, est un témoin de premier ordre. Cela, évidemment, à l'époque, je ne le savais pas. Alors, je me suis mis, j'ai cherché les écrivains qui avaient rescapé. Il y avait Mikhail Shamdanjian, un écrivain très peu connu, mort en 1926 au Liban. Il avait écrit 150 pages sur presque une année, 1915, de son arrestation jusqu'au moment où il a échappé par miracle et il est allé se réfugier à Ouchak, dont le préfet n'exilait pas, ne déportait pas les Arméniens. Un an n'était pas assez. Alors, les écrivains survivants
Agopo Chagan et Siruni, ils étaient entrés en clandestinité et tout ce qu'ils pouvaient dire à la rigueur, ils n'ont pas dit grand-chose, sur l'expérience du génocide n'était pas vraiment utilisable. Il y avait Aram Andonian, très connu par ses 2 ou 3 travaux importants, notamment sur les télégrammes. Eh bien, Aram Andonian a commencé une histoire de son un récit, ça s'appelle Aksori Jampumvra, mais publié dans une revue à Paris en 1920-21, mais malheureusement, il s'est arrêté au beau milieu du récit et il n'a jamais continué après. C'est dire que cet aspect personnel d'Aram Andonian ne se trouve pas, et quand vous lisez par exemple dans la traduction qui a été faite à Inseborerun, en ces sombres jours, qui est paru dans une traduction française, vous ne voyez pas Andonian lui-même. Vous voyez plutôt cette réalité insupportable de la déportation. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était les sujets, c'est-à-dire les hommes, l'écrivain. Alors, Andonian m'a évidemment déçu. Il n'avait pas terminé. Il y avait Théotique. Théotique, lui aussi, a écrit, mais des extraits qui ne sont pas suivis. Publié en volume, mais là aussi, Théotique n'est pas vraiment un écrivain. Je l'ai laissé tomber. Alors, restait Odian. Odian, il y avait 2 extraits de Odian à ce propos qui traînent dans toutes les anthologies arméniennes. C'est toujours les mêmes. Ces extraits sont repris de Amenun Daretsuch de Théotique, et qui sont des extraits retravaillés par Odian lui-même à partir de son premier texte, de Anidial Dariner. Mais je ne le savais pas non plus. Simplement, on voit chez les auteurs des commentaires sur cela. On ne parle pas de Anidial Dariner. Sauf qu'un jour, je suis tombé sur le catalogue des œuvres de Odian dans une interview qu'il avait donnée à Bucarest en 1923. Et dans ce catalogue, il mentionne Anidial Dariner comme livre imprimé. Alors évidemment, je me suis réjoui, voilà l'ouvrage existant, je n'ai qu'à le chercher. J'ai cherché dans toutes les bibliothèques existantes, pas de traces du livre. Alors, mais pourtant, c'est imprimé, c'est curieux, et jamais mentionné. Alors, j'ai trouvé ensuite un catalogue des ouvrages parus entre 1914 et 1922, paru aussi à Bolis, et dans lequel c'est marqué l'ouvrage Anidial Dariner, eh bien, entre parenthèses, Jamanak, le journal. C'est comme ça que j'ai su que c'était publié, imprimé, c'est vrai, mais pas sous la forme d'un livre. Alors, au Jamanak, ça ne pouvait être qu'antérieur au catalogue. Le catalogue datant de 1922, ça pouvait être d'avant. Or, quelle était l'année qui convenait le plus à ça? 1919-1920. Alors, j'ai pris l'avion, je suis allé à Vienne et j'ai commencé à tourner les pages de Jamanak à partir de 1918. Novembre 1918, on a les premiers articles d'Odian qui évoquent ces questions.